Et ce que vous avez entendu dire, je l'ai appris à l'instant grâce à nos fidèles écoliers en ligne, qui est Alain Bonneau. Avez-vous entendu dire qu'on a trouvé un champ de taille de silex à Vierzon de 665 000 ans? C'est le plus ancien site européen connu de taille de silex. C'est nous les Berrichons. D'adoption pour ce qui me concerne. Vous vous rendez compte? Vous pouvez être fiers, les gars et les filles du Berry. Ah ouais. Les pays méconnus comme ça, un jour ils se réveillent. Il y a des gens qui les réveillent. Alors, on va essayer de tenir aujourd'hui le temps. Je suis désolé, j'aurais voulu commencer un peu plus tôt. Bon. En plus, parce qu'il y a ensuite un atelier dont j'aimerais bien faire un retour qui est très intéressant. Enfin, ce qui se passe dans l'atelier, ça commence à devenir très très intéressant. Donc voilà, j'espère qu'on va tenir l'heure. Le dernier cours, le 18 janvier, nous avions vu, j'avais essayé de montrer en tout cas, comment Husserl retourne l'idéalisme en rappelant la question de l'oubli. Comment Husserl, finalement, bouleverse complètement le point de vue qui commence avec Platon dans la théorie des idées, dans la République de Platon, en revenant à la question de l'oubli, qui était la question au départ de l'anamnèse et de Ménon. Nous avions vu qu'il posait ce problème d'abord d'un point de vue logico-mathématique, à propos de ce qu'il appelle les concepts logiques purs. Et nous avions vu qu'il disait « Je peux penser au théorème de Pythagore sans en remplir l'intentionnalité, ça veut dire sans avoir présente à l'esprit l'évidence du théorème de Pythagore, c'est-à-dire également, dit-il, sans en avoir l'intuition vivante. » Parce que pour Husserl, un concept qui est vrai pour moi, est vivant en moi. C'est-à-dire que je dois le revivre, de part en part. Alors, ce que dit Husserl, c'est que je peux penser au théorème de Pythagore. Là, je vous parle du théorème de Pythagore, vous y pensez, mais vous ne l'avez pas présent en tant que tel, c'est-à-dire en tant que démonstration, c'est-à-dire que vous en avez oublié la vérité à l'éteia, c'est-à-dire ce qui sort de l'oubli, ce qui revient de l'oubli. Husserl retrouve ainsi la question de la vérité comme anamnèse, dont je soutiens qu'en fait Platon l'avait perdue à partir de la République. C'est Platon qui l'avait ouverte, plus exactement Socrate, et Platon l'avait transmise et répétée, et puis il l'avait perdue à partir de la République, et c'est ce que je soutiens être le début de ce qu'on appelle l'idéalisme. L'idéalisme au sens technique du mot en philosophie, au sens précis du mot. J'ai essayé de vous montrer que Husserl retrouve la vérité comme anamnèse, donc à l'éteia, en introduisant tout à fait à la fin de son œuvre, de sa vie, 1 an avant sa mort, ou 1 an et demi, la question de la rétention tertiaire littérale, c'est-à-dire de l'écriture. Puisqu'il dit, j'avais commenté ces textes, que sans l'écriture, sans la rétention tertiaire littérale, on ne peut pas accéder à la démonstration géométrique. Et je vous avais dit aussi, pour conclure ce cours, que, au-delà des rétentions tertiaires littérales, dans la caverne, car ce que je soutenais, c'est que dans la caverne, il y a des rétentions tertiaires littérales et que c'est là que se produit la géométrie, et non pas en sortant de la caverne. Donc c'est vraiment pour être à l'opposé du point de vue de Platon dans la République. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas sortir de la caverne, on peut très bien sortir de la caverne, mais c'est certainement pas en fuyant la caverne qu'on va trouver la vérité. C'est dans la caverne qu'on va trouver la vérité. Donc, l'autre fois, je concluais en vous disant qu'aujourd'hui, pour nous, dans notre caverne, notre immense caverne, qui va jusque sur Mars avec Curiosity, je vous en reparlerai, parce que la caverne, c'est tout ce où il y a de l'artefact,
tout ce que l'homme construit, fabrique, et partout il répand tout cela, avec les réseaux maintenant, etc., les robots. Eh bien, dans la caverne d'aujourd'hui, il y a de nouvelles rétentions tertiaires qui règnent, et qui sont les rétentions tertiaires que j'appelle analogiques. Pour une notation sommaire, je les note R3A, et les rétentions tertiaires numériques, R3N. Avant de développer ce point, qui va devenir majeur aujourd'hui et le cours prochain, et ensuite on reviendra à Platon et à la République pour introduire à Aristote, et on s'arrêtera là-dessus. Ça se terminera comme ça le cours cette année. Avant cela, je voudrais faire quelques compléments, comme je vous en donne là depuis quelques temps, depuis le début de cette année, quant à l'histoire de la philosophie dans son rapport au livre 7 de la République de Platon. Je vous ai dit, le livre 7 de la République de Platon, c'est en fait la fondation de ce qu'on appelle la métaphysique à travers l'idéalisme. Tous les philosophes parlent du livre 7, d'une manière ou d'une autre. Positivement ou négativement, mais les matérialistes, par exemple, en parlent négativement, le combattant, parfois sans le nommer, mais je vous montrerai que même il y a des matérialistes qui le revendiquent comme leur propre point de vue, ce qui est absolument stupéfiant. Et vous verrez que c'est très croustillant, savoureux, disons, ces passages-là. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Des matérialistes du XXe siècle, des marxistes. Donc, avant de rentrer dans la caverne de notre temps avec les rétentions tertiaires, analogiques et numériques, je voudrais revenir un peu sur l'histoire de la philosophie, encore une fois, et en particulier sur le siècle des Lumières. Est-ce qu'on voit bien, là, je parle à Caro pour les images. On les voit ? On les voit bien, mais c'est vrai que je ne peux pas dire encore qu'il y a plein de détails, parce qu'on en est encore à l'image précédente, avec le décalage. Il est de combien le décalage ? 2 minutes. Ah, quand même, d'accord, c'est intéressant. D'accord, ça tu m'avais pas dit. Oui, mais moi ça m'intéresse. C'est un bel objet de réflexion. 2 minutes de retard entre eux et nous. 2 minutes, c'est colossal. Alors, ils ont 2 minutes de retard sur nous. Vous êtes en retard de 2 minutes sur nous. Nous les berrichons. Pardon ? L'image vient d'arriver. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça va ? Bon. Elle est belle, c'est une gravure, vous ne trouvez pas ? Elle est vraiment belle. C'est le siècle des Lumières, voilà. Typiquement le siècle des Lumières, la belle bibliothèque de Laufklärer, derrière, de l'honnête homme. Et ce que je veux donc vous dire, c'est que parmi les grands héritiers de ce discours sur la lumière, qui est le livre 7, il y a les philosophes des Lumières. Le discours sur la lumière, qu'est le livre 7, est d'ailleurs précédé par un discours sur la lumière du livre 6 de la République, qui est extrêmement important et dont je vous parlerai dans 15 jours. Les Lumières, et on en parle beaucoup des Lumières. Aujourd'hui, nous sommes encore, soi-disant, dans la philosophie des Lumières. Le président de la République, M. Hollande, dit « Oui, Jules Ferry, la philosophie des Lumières. Cocorico !» Mais les Américains aussi, par exemple, Al Gore dit qu'il faut défendre les Lumières américaines. En Allemagne, actuellement, l'école de Francfort et tant d'autres disent qu'il faut revenir à une discussion sur les Lumières. On n'est pas du tout sorti du siècle des Lumières. On n'est évidemment pas dans le siècle des Lumières. Mais toute notre source d'inspiration, nos discours politiques en particulier, et même scientifiques, s'appuient sur la philosophie des Lumières. Et alors on y revient avec le bicentenaire de Diderot en ce moment. Eh bien, le siècle des Lumières, il est important de souligner que c'est aussi le siècle de la lumière artificielle. C'est-à-dire de la lumière de la caverne. C'est le siècle, ce qu'on appelle le grand siècle, de Molière, de Racine, du roi Soleil, où le roi Soleil rayonne par la lumière artificielle de Versailles. Des miroirs de Versailles, du théâtre, etc., etc. Ces noms de siècle des Lumières en français, Enlightenment en anglais, qui veut dire éclaircissement littéralement, Aufklärung en allemand, ces mots viennent directement de l'allégorie de la caverne, de la question de la lumière.
et de la lutte contre les ombres de ce que les gens des Lumières, Voltaire notamment, appellent l'obscurantisme, c'est-à-dire la religion. Mais pas seulement, bien entendu. La religion, la superstition, les droits divins illégitimes d'un point de vue politique, etc., etc. La pleine lumière, la lutte contre l'obscurantisme, c'est l'entrée en pleine lumière dont ce frontispice qu'on trouve sur la première édition de l'encyclopédie de Diderot et l'illustration. La vérité est la lumière. C'est quasiment la traduction directe de l'allégorie de la caverne. Autrement dit, les Lumières, même lorsqu'elles sont matérialistes, car Diderot et d'Alembert, ce sont des matérialistes, ce ne sont pas du tout des idéalistes, ne pensent pas l'ombre et continuent à penser avec et dans Platon. Autrement dit, ce n'est pas que le matérialisme de Marx qui n'est pas satisfaisant, c'est le matérialisme des matérialistes en général. Pas satisfaisant à mes yeux, et peut-être à vos yeux aussi, dans la mesure où ils ne pensent pas l'ombre, pensent la lumière sans penser l'ombre. J'essaierai de vous montrer bientôt que la découverte du XXe siècle, grâce au cinéma, c'est que sans ombre, il n'y a pas de lumière. Ce qui fait la lumière, c'est l'ombre. Il n'y a pas de pensée du pharmacone dans la pensée de l'Aufklärung, de l'éclaircie, ça se traduit aussi en allemand comme ça, éclaircie, mais également éducation. Aufklärung, ça veut dire également éducation. Éduquer, c'est éclaircir en fait. C'est clarifier, c'est apporter des clartés, des lumières. Aufklären en allemand, c'est un verbe qui veut dire tirer au clair, faire la clarté. Par exemple, un flic qui élucide un crime tire au clair dans ce sens-là. Et comme je vous l'ai dit, enlightenment veut dire également éclaircissement, on traduit aussi par illumination. En italien, illuminismo, on dit, pour les lumières. Alors que l'illuminisme en France, c'est tout à fait autre chose. C'est une tradition théologique, mystique, qui est exactement à l'opposé, en fait, de ce que les Italiens appellent l'illuminisme. Ce pharmacone que les Lumières n'auront donc pas pensé, c'est lui, nous l'avons vu avec Husserl, qui donne la lumière de l'évidence apodictique. Ce pharmacone qui est une sorte de lanterne magique, on promène dans l'obscurité de la pharmacologie et de l'organologie, on éclaire toujours une partie des choses, par exemple le théorème de Pythagore, jamais la totalité, et cette lumière est toujours artificielle. C'est elle qui rend possible l'anamnèse géométrique, par exemple, dans le cas de la lumière artificielle qu'est l'écriture alphabétique. Nous avions vu ça avec Husserl, texte, je vous l'ai dit, de 1936. Mais à la même époque, dans ce livre, la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Husserl explore, donc au même moment que cette conférence de l'origine de la géométrie, l'ombre que constitue le pharmacone dans la transformation de la science galiléenne. C'est-à-dire qu'au moment où, dans l'origine de la géométrie, il dit le pharmacone qu'est l'écriture porte la lumière de l'évidence apodictique, exactement au même moment, dans un texte d'ailleurs qui parle d'arithmétique, d'algèbre et de géométrie, il dit oui, mais en même temps, il ne fait pas le lien entre les deux textes lui-même, c'est moi qui le fais. Il dit la mathématisation et l'écriture algébrique, par exemple, et plus généralement la science galiléenne, ont produit des conséquences, donc à l'époque de Galilée, une époque très ancienne, avant Descartes, avant la philosophie moderne, qui ont conduit à une perte du sens de la science, qui est devenue sensible en Allemagne en 1934. Pourquoi en 1934 ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui se passe en 1934 en Allemagne ? Il y a un plébiscite. Adolf Hitler est plébiscité à 90% par les Allemands. Et Husserl écrit ceci
ce renversement dans la façon d'estimer publiquement les sciences, car il dit cette victoire du nazisme, il ne désigne pas la victoire du nazisme en tant que tel, il publie ce livre en Allemagne pendant le nazisme en plus, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Il est juif, il est exclu de l'université d'ailleurs, il est juif converti au protestantisme, mais ça les nazis n'en ont rien à foutre. Bon. Et il faut faire attention à ce qu'il dit, donc il ne parle pas de manière très explicite. Mais il dit que ce plébiscite du nazisme en 1934, c'est une régression des Lumières et du sens de la science. Ce renversement dans la façon d'estimer publiquement les sciences était en particulier inévitable, après la guerre, après la Première Guerre mondiale, ça veut dire. Et comme nous le savons, elle est devenue à peu près, peu à peu dans les jeunes générations, une sorte de sentiment d'hostilité. Cette façon d'estimer les sciences est devenue dans les jeunes générations d'Allemands un sentiment d'hostilité à l'encontre de la science. Vous savez que ça peut nous donner des frissons, parce que nous vivons exactement la même chose en ce moment. Nous vivons très précisément en ce moment une défiance de la population, et en particulier des jeunes générations, vis-à-vis de la science, des intellectuels, des artistes, des hommes politiques, ça, il n'y a pas que la jeune génération. Bon. Dans la détresse de notre vie, écrit Husserl, c'est ce que nous entendons partout, ajoute-t-il. C'est ce que disent tous les Allemands. Cette science n'a rien à nous dire. En fait, elle sert à nous exploiter, à nous accabler. Je rajoute ça, je commente. Les questions qu'elle exclut par principe sont précisément les questions les plus brûlantes à notre époque, malheureuses pour une humanité abandonnée au bouleversement du destin. Mais ça ressemble beaucoup à ce que nous vivons, tout ça. C'est étonnant. Et c'était il y a 80 ans. Exactement. 1934, c'était il y a 80 ans. Ce sont les questions qui portent sur le sens ou sur l'absence de sens de toute cette existence humaine. Voilà. Donc Husserl dit, le nazisme, ça vient d'une carence de la pensée. Et c'est une évidence. Ça vient évidemment d'une humiliation du peuple allemand, du traité de Versailles inique imposé par les Français et beaucoup d'autres, les Américains, etc. Mais ça vient aussi, et peut-être avant tout, d'un manque de pensée. Et Husserl soutient qu'avec la science galiléenne, l'écriture, en tant qu'elle est devenue algébrique, et de ce point de vue-là, automatique, efface le sens de la science. Pourquoi est-ce que je dis que l'écriture algébrique est devenue automatique? C'est parce que l'algèbre, pour laquelle Leibniz, dont je vous ai parlé autrefois, joue un rôle crucial, pas lui seul, bien entendu. L'algèbre, c'est tout un ensemble de chercheurs qui développent, à cette époque-là et avant, déjà, des nouvelles façons de quoi faire, d'abréger la pensée. C'est ça l'algèbre. C'est ce qui permet de créer des abréviations de pensée. Ce que dit Husserl, c'est dit ces abréviations sont des automatismes qui font qu'on remplit des formules, mais on ne sait plus ce qu'elles veulent dire. On exécute ces formules. Et ces formules, je vous montrais l'autre fois les machines à calculer de Pascal et de Leibniz comme origine des ordinateurs. Maintenant, elles sont des algorithmes qui sont devenus des automates au sens strict, c'est-à-dire des machines automatiques. Mais ce que dit Husserl, c'est que cette automatisation, elle commence déjà, c'est dans ce texte-là, elle commence déjà par l'automatisation du fonctionnement de l'esprit du mathématicien et donc du philosophe. Parce qu'à cette époque-là, un philosophe, c'est un mathématicien, et un mathématicien, c'est un philosophe. Jusqu'au début du XIXe siècle, on ne sépare pas. C'est savoir. Le savoir reste jusqu'alors très profondément uni dans quelque chose qu'on appelle la philosophie. Et donc, il dit, forgeant sa méthodologie, c'est dans ce mouvement que forgeant sa méthodologie comme un artefact, on retrouve la question de l'artefact, elle se trouve, la science, entraînée d'elle-même, comme le fut déjà l'arithmétique, dans une mutation grâce à laquelle elle deviendra purement et simplement une ars, une technique, ça veut dire, en latin, ars, à savoir un simple art d'obtenir des résultats grâce à une technique de calcul qui suit des règles techniques. Alors comprenez bien que ce que j'essaye de vous montrer là, bon, je ne vais pas développer derrière, vous pourrez le lire si vous souhaitez plus tard en ligne. Bon, il parle des signes,
alors plus, moins multiplication, mais avec tout ce qui va s'en suivre, l'algébrisation des maths, hein, en général. Et c'est pas seulement les mathématiques, c'est la physique, mathématiques, etc. Et puis finalement toutes les sciences qui vont se mathématiser avec ce que Leibniz et surtout Descartes appelaient la mathesis universalis. Ce que j'essaye de vous montrer, donc, c'est que là, Husserl montre que le pharmacone est toxique, c'est-à-dire qu'il détruit la pensée. Mais je vous redis que il y a 15 jours, je vous montrais qu'au même moment, à propos de la géométrie, il dit mais le pharmacone est la condition de la géométrie. Donc le problème n'est pas de rejeter l'écriture, la technique et le calcul. Le problème est de savoir à quelles conditions, dans quelles conditions on peut en faire une pensée, et une pensée vivante, et qui produit du sens, comme il dit. Et nous, notre problème à nous, c'est pas de se poser cette question avec l'écriture manuscrite comme à l'époque de Protagoras, d'Aristote, de Socrate et de Platon. Ce n'est pas de nous poser la question de l'imprimerie et des machines à calculer naissantes comme à l'époque de Galilée, Descartes. C'est de nous poser cette question après un siècle de cinéma et maintenant que nous entrons dans ce qu'on appelle les big data, c'est-à-dire le système de calcul automatisé planétaire dont je vais vous parler un peu plus tout à l'heure. Dans ce texte, qui donc date de 1936 ou 37, je ne me souviens plus, ou 35, je ne me souviens plus exactement, Husserl reprend son argument qui était déjà présent en 1901, à l'origine des recherches logiques, ce que nous avions lu l'autre jour, vous vous souvenez, l'introduction aux recherches logiques, à savoir que la connaissance véritable est une connaissance vivante et non seulement formelle. Il reproche à Kant déjà lui-même d'avoir une approche beaucoup trop formelle du savoir, mais il dit que ce formalisme de l'idéalisme transcendantal de Kant et de Descartes conduit en fait à une formalisation technologique qui dénature en profondeur la science elle-même. Cette dénaturation lui fait perdre son sens, c'est-à-dire sa puissance sur les esprits, la capacité qu'elle a à dominer les esprits pour les tirer vers le haut, à les impressionner et finalement à les élever. Et elle les rabat au contraire sur une toxicité produite par cette pharmacologie de l'esprit qui, en 1934, en Allemagne, constitue ce qu'il appelle donc une crisis. Et cette crisis, il l'a décrit dans un passage qui est absolument poignant que je vais vous lire, comme la fin des Lumières en Allemagne. Il dit c'est fini. L'Aufklärung, c'est terminé. Il s'est autodétruit. L'esprit des Lumières semble s'être éteint, écrit Husserl. Des Lumières, c'est-à-dire de, je le cite, cette chaleur et cette bousculade vers la culture. Ce zèle pour une réforme philosophique de l'éducation et de l'ensemble des formes sociales et politiques de l'humanité qui font de l'époque de l'Aufklärung, si souvent dépréciée, une époque si digne d'être honorée. Il dit, c'est extraordinaire, le XVIIIe siècle. Tout le monde veut se cultiver. Tout le monde veut même les princes, même ce qu'on appelle les monarques éclairés, les despotes éclairés. Catherine de Russie, etc. Même le roi Soleil, qui est terrible, mais qui en même temps installe tout cela. Et même ces gens un peu dégénérés, qui sont Louis XV et Louis XVI, pas dégénérés, mais disons, cette sorte de décadence de la monarchie, tout ça est vibrillonnant de vivacité, d'élan, d'enthousiasme pour la peinture, pour la science, pour la liberté, pour le droit. Extraordinaire. Vous avez Rousseau qui, chez Louis XV, parle de la constitution des Corses, des constitutions de la Pologne, etc. C'est fabuleux. Vous avez Emmanuel Kant, à la fin du XVIIIe siècle, en Allemagne, qui est protégé par Frédéric II de Prusse, qui est par ailleurs un grand musicien et un grand savant. Mais ça nous fait rêver, ça. Vous vous rendez compte si François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient comme ça? Sont-ils plus proches? De qui sont-ils plus proches? De ceux-là ou de ceux du début du XXe siècle en Allemagne? C'est une question qui devrait se poser très sincèrement et en se regardant dans le miroir de la philosophie et de l'histoire. Husserl dit que les Lumières, devenues des sciences positives, finalement, au sens de ce qu'il appelle des simples sciences de fait, ça veut dire des sciences qui sont purement efficaces,
mais qui ne sont plus des sciences de droit, c'est-à-dire qui ne font plus la différence entre le fait et le droit, et je vais vous reparler du fait et du droit, on produit ce qu'il appelle une humanité, une simple humanité de fait, c'est-à-dire que nous sommes de fait des hommes, mais pas de droit. Nous sommes des êtres humains, nous avons des techniques, des prothèses, mais de fait, oui, nous sommes des hommes, mais nous sommes des hommes inhumains. Nous ne sommes pas à la hauteur de l'humanité. Et il ajoute ceci, c'est magnifique. Les Lumières avaient leur hymne, un témoignage impérissable de cet esprit, nous le possédons dans l'hymne magnifique à la joie que l'on doit à Schiller et à Beethoven. Donc voici la partition, de la main de Beethoven. Je voulais vous la jouer et j'ai oublié d'amener les enceintes. Voilà. Mais vous l'avez en tête. Il faut aussi lire le texte de Schiller, qui est un texte sur l'amitié. La liberté que donne l'amitié. C'est un texte absolument magnifique. J'espère que le président de la République un jour lira ce texte au lieu d'en parler. Parce qu'on peut parler de l'hymne à la joie ou de la Marseillaise, tout comme on peut parler du théorème de Pythagore. C'est-à-dire on blablate devant les caméras. Mais est-ce qu'on a lu le texte au moins une fois dans sa vie? Et est-ce qu'on l'a relu au moment où on en parle? Ou quand on parle de Jules Ferry ou de Condorcet ou de Diderot à l'occasion d'un bicentenaire? Voilà une question qu'il faut qu'aujourd'hui tout le monde se pose. Parce que nous sommes à la veille, non pas de 1934, mais de 2017. Cet hymne est devenu par ailleurs, il faut que vous le sachiez, vous le savez, celui de l'Union européenne. Husserl écrit ceci, « Cet hymne, nous ne pouvons plus l'entendre aujourd'hui qu'avec douleur. On ne peut imaginer contraste plus grand que celui de la situation de ce temps des Lumières avec notre situation présente. » Je vous ai dit, il y a 2 semaines, que la question de la prégnance et de la vitalité du savoir, c'est-à-dire de ce que Husserl appelle les concepts logiques, par exemple le théorème de Pythagore, etc., je vous ai dit donc que cette question que pose Husserl, dès le début des recherches logiques, et qu'il repose là, et qu'il pose jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, jusqu'à finalement tout retourner en disant mais c'est la question de la technique qu'il faut poser, et du pharmacone, comme l'a montré Derrida en interprétant tout cela. Je vous disais donc l'autre fois que ce débat, chez Husserl, passe par un débat avec Emmanuel Kant sur l'intuition. L'intuition au sens philosophique du terme. Au sens où Kant a donné une définition philosophique extrêmement précise de l'intuition. Et je vous avais dit que Husserl affirme contre Emmanuel Kant qu'il peut y avoir ce qu'il appelle une intuition catégoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vous répète des choses que j'ai déjà dites, mais comme c'est un peu complexe, il faut la répéter. Pour Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pure, 1781, il y a 4 grandes facultés. L'intuition, c'est-à-dire ce qui permet de recevoir des données de la sensibilité, donc les données sensibles, la perception, si vous voulez. L'imagination transcendantale. Les concepts de l'entendement, qui sont les catégories pures logiques. Et l'imagination transcendantale, c'est ce qui permet de relier l'intuition aux concepts purs de l'entendement. Les concepts purs de l'entendement sont comme des cadres, a priori. Et l'intuition, c'est les données de l'expérience, par la sensibilité. Et, dernière faculté, la raison en tant que telle. La raison qui est ce qui est capable de se projeter au-delà de l'expérience, c'est-à-dire dans la spéculation, dans la conjecture, au-delà de ce que je peux vérifier dans l'expérience. Par exemple, pour me projeter au-delà de ce qui n'existera jamais, à savoir la justice. La justice ne régnera jamais. Nous ne sommes que des créatures, dit Kant, dans le langage du christianisme. Il n'y a que chez Dieu le Père que la justice peut régner. Mais nous ne sommes pas chez Dieu le Père, nous sommes sur terre, comme le disait Jésus. Mais ce n'est pas parce que la justice ne régnera jamais qu'elle ne consiste pas. La raison, c'est ce qui est capable de se projeter dans cet horizon de consistance, qui est ce que Emmanuel Kant appelle le règne des fins, la finalité. Et c'est ce qui constitue le droit. Le droit au sens large, pas au sens seulement juridique, mais
le droit moral, la moralité, etc., etc. L'obligation de la justice, etc. Quoi qu'il en soit, dans cette partition des facultés d'Emmanuel Kant, Kant dit les catégories ne peuvent pas être des intuitions. Ce sont des cadres a priori qui sont constitués par le sujet transcendantal, qui constituent le sujet transcendantal en tant que des conditions formelles sans contenu. C'est l'expérience qui leur donne du contenu. Eh bien, Husserl s'oppose à ce point de vue. Dans la 5e ou la 6e, je ne me souviens plus, recherche logique, la 6e recherche logique, il développe toute une thématique de ce qu'il appelle donc l'intuition catégoriale, où il dit il peut y avoir des catégories auxquelles on accède intuitivement. Intuitivement, voulant dire ici, comme une expérience vivante, non formelle, mais pas à partir de l'expérience sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, la capacité de rendre vivant, présent et vivant le théorème de Pythagore dans mon esprit en le reconstruisant de manière démonstrative par une anamnèse, c'est une intuition pour Husserl. Ce n'est pas formel. Ce qui est formel, c'est de penser au théorème de Pythagore sans être capable de le réactiver de manière vivante. C'est-à-dire sans être capable de le réindividuer. C'est ça que ça veut dire. C'est un débat extrêmement important, cette question en philosophie contemporaine de l'intuition catégoriale. Extrêmement important. Je ne vais pas le développer aujourd'hui. Je n'aime pas le développer même du tout dans ce cours, parce que ce sont des sujets beaucoup trop techniques. Mais en revanche, si je vous en parle, c'est parce que je vais venir, pas le prochain cours, mais le cours d'après, je vais venir à la question des catégories. Parce que ce vers quoi je vous emmène en lisant La République de Platon, c'est Aristote. Et Aristote, c'est le penseur des catégories, c'est-à-dire des concepts purs, logiques, qui vont devenir chez Emmanuel Kant les concepts de l'entendement. La question des catégories chez Aristote, c'est la question des façons de dire l'être. Aristote dit que l'être ne se présente à nous que dans le logos. Vous savez qu'en grec, logos, ça veut dire à la fois discours, on dirait presque talk en anglais, ou speech, et pensée, c'est-à-dire raison. On traduit logos par raison, autant que par discours. La raison et le discours, chez les Grecs, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose pour les platoniciens et les post-platoniciens. Parce que pour Héraclite, j'en suis pas tout à fait sûr, par exemple. C'est un sujet de discussion. Quoi qu'il en soit, pour Aristote, l'être, c'est ce qui est accessible dans le discours. C'est ce qui se dit. Et il y a des aspects de l'être, comme il y a des aspects du discours, de la grammaire, au sens où les déclinaisons sont des aspects, par exemple. Je vous avais déjà expliqué, je crois que pour Aristote, ce qu'il explique dans le traité des catégories et de l'interprétation, l'être peut se dire dans un certain nombre de catégories qui se présentent dans une table des catégories qui est ici reconstituée par une interprétation beaucoup plus générale qui montre, à juste titre d'ailleurs, alors je ne vais pas regarder le détail de cette démonstration, de cette explication pour savoir si je suis vraiment d'accord avec, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, ce que montre ce diagramme, c'est que en fait la théorie des catégories d'Aristote qu'on présente généralement comme une théorie logique, c'est en fait une théorie ontologique, c'est une théorie de l'être, une théorie de ce que Aristote appelle l'ousia, ce qui se traduit en latin par substantia, donc ce qu'on appelle la substance et l'essence, et puis ensuite le sujet. Les catégories du logos, autrement dit, ce sont à la fois les catégories du discours et les catégories de la pensée. On ne peut pas séparer les catégories du discours et les catégories de la pensée. Dans ce cours, je ne développerai pas quelque chose que j'ai développé dans le séminaire l'année dernière et que je vais redévelopper cette année, mais je vous le dis parce que si ça vous intéresse, vous pourrez le suivre sur le séminaire. Il y a eu un commentaire de cette question par deux grands penseurs du XXe siècle, un qui est un linguiste de tout premier plan, qui s'appelle Émile Benveniste, et l'autre qui est Jacques Derrida, qui a critiqué, où Émile Benveniste dit « mais Aristote n'a fait que découvrir finalement la grammaire grecque, quoi, en gros. Hein.
Derrida montre que c'est peut-être plus complexe que cela. Mais en même temps, je pense que Benveniste et Derrida ont raison, tous les deux, donc ils ont tort. Parce que comme ils s'opposent, ils ont raison partiellement et qu'il manque quelque chose. Ils ne pensent pas la grammatisation. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu. Alors, je vous l'ai déjà dit, Emmanuel Kant va repenser ce qu'on appelle la table des catégories d'Aristote dans la déduction transcendantale des catégories au début de la critique de la raison pure, dont voici l'édition allemande en 1781, en écriture gothique, qui a subsisté jusqu'à l'époque du Troisième Reich, et qu'ensuite on a fait disparaître parce que ça laissait de mauvais souvenirs. Husserl va lui-même reprendre cette question des catégories, qui a été reprise par Kant, Aristote, qui la doit lui-même, j'essaierai de vous le montrer, à Platon. Et Husserl va dire, cette conception des catégories, qu'elle soit platonicienne, aristotélicienne, mais surtout kantienne, est beaucoup trop formelle. Il faut la revisiter. C'est ce que nous faisons avec lui. Et nous la revisitons à travers le pharmacone, car ce que je soutiens, moi, c'est que la catégorisation, c'est ce qui passe par le pharmacone, et ce que j'appelle la grammatisation générée par le pharmacone. Si je vous donne toutes ces indications de lecture, ça n'est pas pour leur intérêt intrinsèque, en soi ça le mérite tout à fait, mais c'est parce que ma thèse, dans ce cours, et plus généralement dans tout ce que je fais en ce moment, c'est que la rétention tertiaire numérique, grâce à laquelle, par exemple, nous faisons ce cours en ligne avec 2 minutes de retard, ce qui laisse encore un peu d'espoir. Et qui fait aussi que nous catégorisons, Josiane par exemple, et un certain nombre d'autres personnes avec qui elle travaille, a posteriori en utilisant le logiciel ligne de temps, qui est un logiciel avec des algorithmes d'analyse automatique, de grammatisation. Nous revisitons la question de la catégorisation au XXIe siècle. Et ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'on ne peut plus se contenter de poser cette question comme à l'époque de Platon, comme à l'époque d'Aristote, comme à l'époque de Galilée, de Kant ou de Husserl. Mais qu'en revanche, si nous voulons nous poser cette question, qui est une question qui se pose absolument partout en ce moment, au plus haut sommet de toutes les instances scientifiques du monde entier, je sais de quoi je vous parle parce que j'en discute beaucoup en ce moment. Cette question, si nous voulons la poser correctement, il nous faut revisiter toute cette histoire dont je vous parle. Il faut réinterpréter toute la question de développement de la technologie numérique à partir de cette histoire de la catégorisation telle qu'elle se pratique depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, ou le 4e siècle avant Jésus-Christ. Et nous-mêmes, dans cette école, pharmacone.fr, nous théorisons cette catégorisation et nous la pratiquons. Parce que moi, je ne crois pas à la théorie sans expérience. Comme Emmanuel Kant, je pense qu'il faut expérimenter. Ce qui ne m'empêche pas de penser, comme Husserl, que l'on peut penser au-delà de l'expérience. Et vous verrez aujourd'hui, parce que c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui, que cette possibilité de penser au-delà de l'expérience, eh bien, c'est le rêve. Rêver, c'est catégoriser au-delà de l'expérience, en dehors de l'expérience. Et j'essaierai de vous montrer qu'on ne rêve jamais sans un rapport au pharmaca de l'époque dans laquelle on rêve. Et que la caverne de Platon, c'est un rêve. Tous ces gens rêvent dans cette caverne, c'est ça qu'a dit Platon. Nous examinons ça ici dans cette école, dans le séminaire aussi, qui va démarrer au mois d'avril, et qui va conduire cette année à une académie d'été qui aura pour titre « Le cinéma et le cerveau ». Et vous comprendrez aujourd'hui pourquoi ça va s'appeler comme ça. Mais nous y travaillons aussi à l'Institut de recherche et d'innovation, qui est maintenant un partenaire de Pharmacone, dans un séminaire qui se tient sur ce site avec des chercheurs du monde entier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est en anglais, ici, ce site. Et nous travaillons à ces questions maintenant en mobilisant toutes sortes de compétences, des mathématiciens, des informaticiens, des anthropologues, des historiens, des neuroscientifiques, etc., etc. Cela dit, je l'ai dit pour que vous voyez bien vers où nous allons. Très important quand on fait un cours de savoir où on va.
On ne sait pas exactement où on va. Moi, le premier, je ne sais pas très bien où je vais, parce que mes cours de la suite ne sont pas écrits. Et ce cours, c'est un cours pour moi-même. Je cherche avec vous. Mais je sais quand même où je veux, où je rêve d'aller. Voilà. Je sais où je rêve d'aller et j'essaye de vous faire rêver avec moi d'y aller. Allez-y. Vous, les berrichons qui ont depuis 665 000 ans investi la terre au bord du Cher, à Vierzon. Ça alors, les nazis seraient jaloux, hein. Ça date d'hier, c'est paru dans la recherche, d'après mon ami Alain Bonneau, que vous connaissez, il est venu plusieurs fois ici, et vous le reverrez sûrement. Cela étant, donc, pour appréhender ces questions correctement, il faut instruire de plus près la question de la grammatisation, et le faire en outre sous l'angle de ce qui est apparu en 1898. En 1898, ce qui est apparu un jour, boulevard des Italiens, c'est cette locomotive, qui, vous le savez, a semé la panique dans le bistrot où la projection avait lieu, c'était la première projection de cinéma. Ça a semé la panique, et les types qui ont semé cette panique, les voici, et comment est-ce qu'ils s'appellent ? Les frères Lumière. C'est trop. C'est vraiment incroyable. Platon est diabolique, absolument diabolique. Et voilà leur papa. Et qu'est-ce que c'est ça, à votre avis ? C'est un autochrome, ça s'appelle. C'est une production photographique en couleur inventée par les frères Lumière, brevetée en 1903, et ça c'est le portrait de papa en 1904. Papa qui était, c'est quand même formidable, artiste peintre, photographe et industriel. Et vous voyez comment des Lumières, on va passer aux frères Lumière. Aux frères Lumière, c'est-à-dire à Hollywood. Hollywood qui va devenir, je vous avais dit ça dans mon premier cours, que je referai bientôt. Je vais vous le refaire, mon premier cours. Vous aurez en prime de ces 8 cours que je vous donne, un 9e cours, c'est gratuit. Où je referai le premier parce qu'il n'était pas bon. Et je vous disais dans ce premier cours qui n'était pas bon que le Hollywood, le cinéma des frères Lumière aux États-Unis, c'est devenu le soft power. Et je vous disais qu'il est aujourd'hui, comme on dit en anglais, challengé par le smart power. Qu'est-ce que c'est que le smart power ? Ça, c'est de la rétention tertiaire analogique. L'autochrome des frères Lumière, qui est une photographie en couleur, a été faite dans des techniques qui ne seront pas conservées, parce que ça pose beaucoup de problèmes. C'est la rétention tertiaire analogique. Ce qui arrive là, ça arrive avec la rétention tertiaire numérique. Nous sommes en train d'entrer dans le smart power, ce qui veut dire le pouvoir de l'intelligence, si vous voulez. Mais c'est d'une intelligence machinique et automatique, d'un pharmacone terrible qui crée les big data et dont les MOOCs dont je vous avais parlé dans le premier cours, en disant, mais nous faisons un MOOC, si vous voulez, un Massive Open Online Course. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi massif ? Parce que, vous savez, il y a 22 000 personnes qui sont venues sur pharmacone.fr. C'est pas mal quand même. Il y en a à peu près 1000 qui suivent régulièrement, me dit Caroline, et le dernier cours a été vu déjà par 500 personnes. C'est beaucoup. Donc, on peut dire que c'est un massif, peut-être pas, mais enfin, c'est un public assez large. Il n'y a jamais 500 personnes dans les cours à la Sorbonne. Enfin, en philo, je veux dire. Et c'est ça qu'on appelle massive. Open, c'est-à-dire accessible à n'importe qui. Tous ceux qui s'intéressent peuvent regarder. Même François Hollande, il peut, monsieur le Président de la République, vous pouvez regarder. Vous avez le droit, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Et online, c'est-à-dire en ligne, diffusé par la voie numérique. Or, je soutiens que la possibilité de la rétention tertiaire analogique, qui commence en 1898, comme soft power. Il y a eu de la rétention tertiaire analogique avant, bien entendu, le phonographe, le téléphone, l'appareil photo, même, bien entendu. Mais c'est resté relativement... C'est pas venu au centre de l'économie. C'est le cinéma qui a changé les comportements des gens, massivement.
massivement. Et l'Amérique a fait sa politique. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, en 1912, il y a eu un débat au Congrès, aux États-Unis, sur l'enjeu stratégique du cinéma. 1912. Ils vont vite, les Américains. C'est pour ça que 2 minutes, c'est beaucoup. Je soutiens que la possibilité des rétentions tertiaires analogiques qui apparaît en 1898 et ensuite des rétentions tertiaires numériques qui apparaissent plus tard, pas beaucoup plus tard d'ailleurs, presque en même temps en réalité, mais qui deviennent massives en 1993 avec Internet. Donc c'est pour ça que, en fait, la première machine mécanographique qui est à l'origine de l'informatique et du numérique, c'est 1880 aux États-Unis. Mais et puis les ordinateurs vont se développer surtout à partir des années 40 dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale. Puis finalement, ça va donner IBM et tout ça tel qu'on le connaît dans les années 60 et 70. Mais le monde va devenir numérique, c'est-à-dire les tablettes, les smartphones, tout ça, le fait qu'il y ait du numérique partout, que nous pratiquons nous le numérique. Tout le monde le pratique maintenant. Même vous, vous êtes là, vous êtes, le simple fait d'utiliser ce que je fais là, vous êtes dedans, dans la caverne numérique. Eh bien ça, c'est 1993. C'est l'ouverture du web au grand public. La possibilité de cela, la possibilité du cinéma et la possibilité de l'écriture d'ailleurs, repose sur une autre possibilité. Cette autre possibilité, là aussi je l'ai déjà dit, advient dans la grotte Chauvet et plus généralement au Paléolithique supérieur, dans les cavernes, et voilà, dans les cavernes, on est dans les cavernes. On ne sort pas de la caverne. Pas des cavernes allégoriques, là, des vraies cavernes. Visitées, où on trouve des artefacts. Par exemple, cette caverne-là, découverte par hasard par des gamins en 1943 à Lascaux, et qui suscite la stupéfaction planétaire. En particulier de l'abbé Breuil, qui va accompagner tout cela avec Georges Bataille. Georges Bataille qui va mettre au cœur de sa pensée de l'art cet événement de la grotte de Lascaux, 17 000 ans. Je disais le 4 janvier, au début de l'année, qu'il faut analyser ce qui se passe dans la caverne. Il ne faut pas en parler comme ça dans l'abstrait. Il faut aller voir ce qui se passe. Donc il faut faire de l'archéologie, de la spéléologie même. Il faut aller voir ce qui se passe dans la grotte Chauvet, il faut aller voir ce qui se passe à Lascaux, ou encore dans la grotte de la Vache, en Ariège. À l'époque magdalénienne, c'est-à-dire à une époque récente, il y a à peu près 11 000 ans. Je vais vous en reparler tout à l'heure de cette grotte de la Vache. Le 4 janvier, je vous avais dit, il faut aller voir ce qui se passe dans la caverne, par exemple dans la caverne de la Vache, on va y aller. Et je vous avais aussi parlé de Husserl, à ce moment-là, c'est là que j'avais commencé à vous reparler de Husserl en vous parlant de la démarche eidétique, et où je vous disais, la démarche que Husserl appelle eidétique, reprend la question de l'eidos qu'on trouve chez Platon et Socrate à l'époque de Ménon, c'est-à-dire avant la théorie des idées. L'ambition de Husserl, en 1901, c'est de décrire ce qu'il appelle les noyaux intentionnels que sont les eidai, eidos au pluriel, par une méthode qu'il appelle la variation imaginaire et qui lui permet de décrire ce qu'il appelle des eidétiques. Ça ressemble à la théorie des idées de Platon. Hein. Les eidai, ça ressemble un peu aux idées. Peut-être que Platon va les décrire dans le livre 7, qu'on le lira bientôt. Mais ça n'est pas la même chose. Parce que ça part de Ménon, et pas de la République. Mais ça n'est pas clair chez Husserl lui-même, à mon avis. Et ça n'est pas clair dans le débat sur les Husserliana, c'est-à-dire l'œuvre de Husserl, dans les innombrables régiments de phénoménologues qu'on trouve dans le monde entier. Car la phénoménologie a suscité des bataillons de phénoménologues qui sont souvent des gens extrêmement brillants, d'ailleurs, extrêmement savants, passionnés par Husserl et à juste titre. Et j'en connais quelques-uns, ils sont parfois un peu pénibles aussi, parce que très enfermés dans je trouve, une vision assez dogmatique de Husserl, souvent. Mais en tout cas, je ne les ai jamais vus, moi, vraiment poser cette question. S'agit-il des eidai de Ménon ou de la République? Je crois
que ça n'est pas clair pour Husserl lui-même. Je me trompe peut-être, hein, parce que pour tout vous dire, je suis loin d'avoir lu tout Husserl. Husserl a énormément écrit, et je n'ai lu que peut-être un dixième de ce que Husserl a écrit. Donc j'aurai peut-être des surprises, de bonnes surprises. Quoi qu'il en soit, si je vous parle encore de Husserl, là, en ce moment, c'est parce que on a vu l'autre fois que Husserl inscrit la question de la rétention tertiaire et de la grammatisation au terme de son parcours sur cette question de l'eidos, lorsqu'il pose la question de l'eidos géométrique. Et je vous disais que c'est là qu'il y a un rebond qui se produit, ou une boucle, dans toute l'histoire de la chute de l'idéalisme transcendantal, et que peut-être quelque chose redémarre de nouveau, d'absolument neuf, que nous aurions la possibilité de penser à l'époque des rétentions tertiaires analogiques et numériques pour sortir de la nasse dans laquelle nous sommes, du piège planétaire dans lequel nous nous trouvons. Je soutiens moi-même que là se produit un renversement avec Husserl qui nous permet de dire ce qui se passe dans la caverne. Dans la caverne, ce que nous pouvons dire avec Husserl et Jacques Derrida, qui l'a rendu compréhensible, c'est lui qui a traduit le texte en français et qui en a fait l'introduction et l'interprétation, avec laquelle je suis en accord, mais pas complètement d'ailleurs. Dans la caverne, ce que dit Husserl, c'est qu'il y a des hypomnématas, des mnémotechniques, des techniques artificielles. Et ces hypomnématas, ce que j'ajoute moi, Husserl dit, ces hypomnématas, l'écriture alphabétique en tout cas rend possible l'anamnèse, c'est-à-dire le savoir rationnel, la pensée au sens strict, donc c'est le sommet. Ça se passe donc bien dans la caverne, non pas en sortant. Mais ce que j'ajoute à ce que dit Husserl, c'est que ces hypomnématas se transforment avec le temps et qu'elles apparaissent pas avec les inscriptions rupestres. C'est là que ça commence. Et ça, c'est la grotte de la Vache, en Ariège, où l'on voit que la frise des lionnes, ça s'appelle comme ça, la frise des lionnes, préfigure la décomposition manuelle et graphique du mouvement, qu'on retrouvera dans la bande dessinée, comme c'est plus net d'ailleurs, je trouve, là, mais que l'on retrouvera aussi dans une décomposition non plus graphique et manuelle, mais technologique, avec la chronophotographie d'Étienne Jules Marais. Là, ce ne sont pas des lionnes qui courent, mais des pélicans. Enfin, ce n'est pas une lionne qui court, c'est un pélican qui vole et qui est en train de se poser dans l'eau. Cependant que là, c'est un homme qui fait du saut à la perche et qu'ici, c'est un cheval qui court. Je m'arrête sur le cheval parce que Étienne Jules Marais a provoqué d'immenses débats en physiologie à la fin du XIXe siècle, qui ont abouti à ce qu'un jour, en Amérique du Nord, vers 1890, 95, je ne me souviens plus, un savant américain, Muybridge, a parié avec un milliardaire américain que Étienne Jules Marais avait raison. Étienne Jules Marais soutenait en particulier que le cheval a toujours un sabot à terre quand il court. Jamais un cheval au galop ne court comme cela. Et ça, c'est une représentation qu'on a vue pendant très longtemps dans la peinture. Tout le monde, les peintres ne peignaient pas toujours les chevaux galopant comme ça. Mais c'est une représentation qui a été très courante jusqu'en 1895. Et à partir de 1895, c'était terminé. Quand on y pense, d'ailleurs, ça n'a pas de sens. Hein. Maintenant qu'on a vu des chevaux en photo, on se dit, mais ça ne tient pas debout. Ah ben oui, ça ne tient pas debout, ouais, peut-être, mais ça a quand même été peint comme ça pendant des siècles et des siècles. Donc, c'est peut-être pas si évident de ça, de savoir que ça ne tenait pas debout un cheval sans poser son sabot au galop. Derrière cette question qui se joue autour du galop du cheval, il y a la question pour nous, dans notre cours, du pouvoir analytique de la grammatisation. La grammatisation, d'une façon générale, que ce soit par l'écriture, par la photo, par le cinéma, par l'ordinateur, c'est ce qui permet l'analyse des flux, des composants des flux. Or, l'analyse, vous le savez, j'espère que vous vous en souvenez, c'est la grande question de la dialectique de Platon.
Platon dit dans le Phèdre, vous vous en souvenez, on avait lu à la fin de Phèdre, il disait, la dialectique c'est deux choses, l'analyse et la synthèse. Mais pour pouvoir synthétiser, il faut d'abord pouvoir analyser. Eh bien, ce que je soutiens, moi, c'est que ce qui rend possible l'analyse dialectique de Platon, c'est le pharmacone, dont lui prétend que la dialectique va permettre de contrôler le pharmacone. Ce qui n'est pas possible. Si le pharmacone conditionne la possibilité de l'analyse dialectique ne peut pas contrôler le pharmacone. Elle peut en produire une thérapeutique, une pratique, mais certainement pas un contrôle. Et aujourd'hui, avec les rétentions tertiaires analogiques et les rétentions tertiaires numériques, nous sommes entrés, et depuis longtemps, dans une nouvelle dimension de l'analyse. Par exemple, ces analyses-là ont servi à Frédéric Taylor à mettre au point l'organisation scientifique du travail, c'est-à-dire le travail à la chaîne, c'est-à-dire la prolétarisation généralisée des travailleurs manuels. Donc il y a des enjeux colossaux derrière ces questions, qui ne sont pas simplement des problèmes de dialectique. C'est aussi ça qui se passe dans la caverne. Les machines automatisées, la robotisation et le chômage de masse aujourd'hui. C'est de ça dont je vous parle, dans la caverne. Alors la caverne, je vous avais dit l'autre fois, sort de la caverne. La caverne s'étend hors de la caverne primitive, si vous voulez. Et on va en reparler tout à l'heure d'une manière assez stupéfiante de la caverne primitive, vous verrez. La caverne qui sort de la caverne s'étend au dehors de ce que Platon appelle la demeure souterraine des prisonniers, et elle devient la maison, comme on l'avait vu l'autre fois. Commence par être une maison troglodyte. Il y en a plein, par exemple, le long de la Loire, des maisons comme ça, vous le savez. La fameuse vallée de la Loire, la Touraine, a été une région de troglodytes. Voilà. Et c'est magnifique d'ailleurs, ces maisons. C'est aussi les maisons de terre, les maisons de pisé, qui ne sont pas des cavernes aménagées, mais qui sont comme des fabriques, des cavernes reconstruites artificiellement, qui ont des qualités thermiques d'ailleurs exceptionnelles dans les pays très chauds. Et tout ça conduit à une urbanisation qui mène à l'Empire. Ça, c'est l'Empire de Perse, c'est Persépolis. Dans les empires, là on a passé le néolithique, on est au-delà du néolithique, on est dans la période proto-historique, comme on l'appelle parfois. On n'est plus dans la préhistoire, et on n'est plus dans le néolithique, on est dans la proto-histoire. Dans cette période proto-historique apparaissent les idéogrammes. En Chine, d'ailleurs, en même temps qu'en Perse, et en Égypte, et en Mésopotamie. Or, ces idéogrammes vont évoluer vers une forme en Méditerranée et en Judée, en Grèce et en Judée, pas seulement en Grèce et en Judée, dans tout le bassin méditerranéen, mais surtout en Grèce et en Judée, sous une forme que j'appelle orthothétique. Ils vont produire une orthothèse. Orthothèse, ça vient du grec orthos, qui veut dire droit, droit au sens une ligne droite, et aussi au sens de quelqu'un qui est droit, et thèse, qui vient du grec thésis, qui veut dire poser. Une thèse, c'est une position. Une thésis en grec, ça désigne une position. Je soutiens que l'écriture alphabétique est une écriture qui pose droitement ce qu'elle enregistre analytiquement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que l'écriture a une capacité de reproductibilité exacte qui fait que, par exemple, si vous lisez le grec, quand vous allez à Delphes, vous avez des écritures delphiques, des écritures sur des sanctuaires, par exemple des écritures gravées par les Athéniens en remerciement à Athéna, etc. Et vous pouvez les lire, ces écritures, aujourd'hui, en 2014, comme Socrate les lisait. C'est-à-dire que vous n'avez pas de perte de signification. C'est pour ça que vous pouvez lire un dialogue de Socrate, Socrate et Phèdre, par exemple. Vous y êtes. Vous le voyez, Socrate, vous l'imaginez. Vous y êtes tout à fait. Ce n'est pas ce qui se passe avec les signes cunéiformes de la Perse, par exemple. C'est ce qu'a très très bien montré un assyriologue qui s'appelle Jean Bottero,
qui a fait des analyses extrêmement précises, qui a traduit les énoncés, les écritures cunéiformes, mais qui montre que on ne peut pas arriver à la science, on ne peut faire que de la proto-science, dit-il, dans ces sociétés-là, parce qu'on n'est jamais absolument sûr de la signification d'un énoncé cunéiforme. Comprenez-moi bien, la signification, ça n'est pas le sens. Le sens d'un énoncé, on n'en est jamais sûr. Et la signification, c'est autre chose. La signification, c'est, par exemple, on peut être d'accord pour dire, au IVe siècle avant Jésus-Christ, logos veut dire, ça vient du verbe legein, recueillir, qui veut dire aussi parler, etc., etc. Et donc on peut dire le logos, bon, c'est la signification du mot logos en grec. Et à partir du moment où on a une écriture alphabétique analytique et orthothétique qui permet la reconstitution de tous les éléments analytiques qui permettent la reconstitution de la parole, si vous préférez, en lisant le texte alphabétique, on accède quasiment au contenu intégral de la signification du texte parlé. Donc on est dans la même situation que si on écoutait Socrate. Évidemment, on n'a pas l'intonation, etc., mais ça ne veut pas dire qu'on a le sens, parce que le sens, c'est un problème d'herméneutique. Ça suppose une interprétation. Et ça, c'est, comme vous le savez bien maintenant, c'est vous qui le dites, le sens. C'est pas moi, et c'est pas la signification. Le sens, c'est ce que vous produisez avec la signification, à partir de vos rétentions secondaires, dont je vous dirai bientôt quels sont des traumatypes et des stéréotypes. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que vous vous souvenez que Heidegger soutient que dans le livre 7 de la République, Platon fait changer le sens du mot aletheia, et aletheia ne veut plus dire aletheia, c'est-à-dire remémoration de l'oubli, mais orthothèse, c'est-à-dire exactitude, ou droiture, si vous voulez, mais au sens de l'exactitude mathématique. L'orthothèse, ça c'est écrit en grec, en latin, on l'écrit comme ça. C'est sans H après le T. C'est l'exactitude. L'orthothèse avec TH maintenant, et non pas l'orthothèse. L'orthothèse avec TH, c'est ce qui rend possible l'orthothèse sans H. Mais c'est aussi ce qui rend possible l'anamnèse, qui n'est pas réductible à l'orthothèse sans H. C'est un type d'hypomnèse, c'est-à-dire un type de rétention tertiaire qui permet de retenir exactement ce qui s'est dit et de le répéter identiquement au niveau de la signification, mais en produisant à travers cette répétition une différence au niveau de l'interprétation. Et c'est ça qui est en jeu dans ce que dit Husserl sur la géométrie. Il faut pouvoir répéter le théorème de Pythagore exactement, mais le revivre, pourquoi faire, par exemple, pour engendrer la géométrie non euclidienne de Riemann, par exemple. Parce que Riemann a dû passer par le théorème de Pythagore, c'est-à-dire par la géométrie euclidienne, pour remettre en question cette géométrie euclidienne. C'est ça qu'on appelle le savoir rationnel. C'est ça qu'on appelle l'instruction, l'Aufklärung en allemand, la Bildung. Et c'est ça dont parle Husserl à propos de la rétention tertiaire littérale. Mais c'est aussi ce dont parle Walter Benjamin à propos du cinéma. Car Walter Benjamin, au début du XXe siècle, s'intéresse de très très près à ce que j'appelle la rétention tertiaire, d'un point de vue différent, mais d'un point de vue extrêmement important. Je vous recommande vivement de lire Walter Benjamin, c'est un philosophe de tout premier plan, et par ailleurs c'est un philosophe qui est proche d'Adorno, c'est un ami d'Adorno, mais Adorno ne le comprend pas. Je pense que Benjamin a beaucoup plus compris que Théodore Adorno ce qui était en jeu dans le cinéma et d'une façon plus générale dans tout ce que j'appelle la grammatisation, ce que lui appelle la reproductibilité. Nous verrons bientôt qu'après l'orthothèse littérale, c'est-à-dire la rétention tertiaire littérale, il y a des orthothèses analogiques, des rétentions tertiaires analogiques, la photographie, le cinéma, la télévision, qui permettent de reproduire exactement, pas seulement le contenu de la signification, mais l'intonation, le mouvement, la lumière, maintenant la troisième dimension, le relief, etc., etc. Les odeurs même, puisqu'il commence à y avoir des systèmes de reproduction d'odeurs.
Et avec les rétentions tertiaires numériques, un nouvel âge encore de l'orthothèse apparaît avec ce qu'on appelle les big data. Ce papier, ce placard dit le trafic sur Internet au niveau mondial va quadrupler d'ici à 2015. En 2015, près de 3 milliards de personnes seront en ligne, online, en train de regarder pharmacon.fr. Non, pas du tout. Pushing data created and shared to nearly. Ça, c'est le discours sur les big data qu'on appelle aussi un déluge de données, qui fait énormément parler de lui en ce moment, et dont je parlerai beaucoup, moi, dans le séminaire de cette année, qui constitue la question de ce que j'appelle l'automatisation généralisée et la désintégration automatisée. Mais ça, je ne vais pas le développer. Quoi qu'il en soit, la rétention tertiaire littérale, c'est-à-dire l'apparition de l'alphabet il y a à peu près 3000 ans, un peu moins. La rétention tertiaire analogique, photographie, phonographie, cinématographie, téléphonie, puis radio et télévision. Et la rétention tertiaire numérique sont des âges de la répétition et de la mimésis, qui constituent le thème du dernier livre de la République, et qui sont des hypomnèses qui modifient les anamnèses. Et ça, c'est évidemment ce que ne voit pas Platon, qui peuvent à la fois produire de nouvelles formes d'anamnèse, c'est-à-dire de nouvelles formes d'intelligence, de noèse, d'individuation, de richesse, de promesse, d'élévation, et de nouvelles formes d'oubli, de régression, de crétinisation, etc., etc. Voilà ce qu'il y a dans notre caverne contemporaine, dont nous avons vu l'autre jour qu'elle s'étend jusque sur Mars. Ça, c'est le bras qui fait des analyses, je vais dire de la Terre de Mars, mais ce n'est pas la Terre de Mars, c'est la Mars de Mars. Pas de la Terre, c'est de la Mars. C'est intéressant ça, hein? Qu'est-ce que de la Mars? C'est de la matière qui n'est pas sur Terre, mais sur Mars. Et que ce robot analyse en ce moment, depuis déjà des mois, avec toutes sortes de technologies numériques, analogiques, littérales, etc., etc. Quant à la rétention tertiaire littérale, nous avions vu qu'elle conditionne la vérité apodictique de la géométrie, donc elle rend possible la formation de nouvelles sortes de rétention secondaire psychique, la façon de penser nouvelle des Grecs, comme Socrate et d'autres, qui elle-même engendre de nouvelles formes, de nouvelles sortes de rétention secondaire collective, les savoirs qui se forment par exemple dans l'Académie de Platon, la géométrie, etc., et qui se transmettent à l'école. Tout ça, ça constitue l'histoire de l'Occident. Et il faudrait évidemment parler aussi de la culture biblique, du monothéisme, d'Israël, du christianisme, de l'islam, mais j'en ai pas le temps. On ne peut pas tout faire, mais tout ça, ce sont des dimensions de la transformation anamnésique du monde par la rétention tertiaire littérale. Nous vivons autre chose aujourd'hui, et nous essayons de comprendre quoi en retraçant cette histoire de la rétention tertiaire littérale. Alors, je vous dis depuis un mois, Husserl, 1936, c'est là que se produit un tournant, qui nous permet peut-être de penser à nouveau et de retourner vers quelque chose qui ressemblerait à l'esprit des Lumières sans être les Lumières, parce que les Lumières ne pensaient pas les ombres, et nous disons qu'il faut penser les ombres, mais peut-être en renouant avec l'histoire, magnifique histoire des Lumières. 91 ans avant le discours de Husserl sur la géométrie, Marx prétend rompre avec l'idéalisme. Vous vous en souvenez? On a vu ça il y a un mois. Sa philosophie, la philosophie de Marx, se présente avant tout comme un renversement de l'idéalisme hegelien. Et ce qui est très important pour moi, c'est ma thèse, c'est que là, quelque chose d'essentiel apparaît. Il faut lire Marx avec Husserl. C'est que Marx dit « l'homme est un être organologique ». On ne peut pas penser l'homme sans ses outils, sans ses instruments, ce qu'il appelle ses moyens de production. Et il dit « l'homme se produit lui-même avec ses artefacts ».
Donc de ce point de vue-là, il rompt avec l'idéalisme, mais pas complètement. Parce que, vous l'avez vu, il prétend se débarrasser de l'interprétation, c'est-à-dire de l'herméneutique. Autrement dit, il maintient l'ambition de Platon, d'éliminer l'interprétation. Hermès. Vous vous souvenez de ça? Ça veut dire qu'en fait, cette organologie dont il parle dans ce texte, l'idéologie allemande, il ne la pense pas comme une pharmacologie. Il ne voit pas qu'à chaque fois, on doit interpréter le sens du pharmacone. C'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas interpréter le monde, il faut le transformer avec les organes artificiels, avec les moyens de production. Oui, mais si on n'interprète pas le sens de ces moyens de production, eh bien, on commet des catastrophes parfois encore pires que ce qu'on voulait combattre, comme par exemple la destruction terrifiante de l'écologie de la Russie soviétique. Les horribles massacres qui se sont produits dans ce monde du stalinisme, etc., etc. Au nom d'une élimination de l'interprétation qui a conduit d'ailleurs au goulag, au procès, à toutes ces choses-là, ce qu'on appelle le totalitarisme, qui est contemporain du discours de Husserl, de la crise des sciences européennes, que je citais tout à l'heure, et qui se passe en Russie et non pas en Allemagne, mais c'est contemporain. Tout comme en Italie, se passent d'autres choses, semblables, pas tout à fait les mêmes, un peu moins horribles peut-être, mais horribles quand même. Marx, c'est tout le contraire d'une herméneutique, et comme Platon, finalement, il définit la vérité comme orthothèse sans H, c'est-à-dire comme exactitude. Il va même parler de socialisme scientifique. Voilà. Et ça, c'est très effrayant. Au contraire de Marx, et exactement l'année où Marx décède d'ailleurs, Nietzsche définit la vie comme interprétation, dans ce texte-là. Fragment de 1881, je crois, où il dit que la vie doit être pensée comme un processus d'interprétation. Lorsque le vivant évolue et produit un nouvel organe, c'est une interprétation du vivant. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille... disons que ça pose problème, cette affirmation de Nietzsche, même si je la trouve très importante, mais ça pose problème, je vous l'avais déjà dit, parce que sa sœur va l'utiliser pour en faire un racisme antisémite. Pas simplement cela, mais tout le discours de la volonté de puissance. Et, comme je l'avais montré l'autre fois, Hitler avait dans son bureau un statut de Nietzsche. Mais, donc, quoi qu'il en soit, à la fin du XIXe siècle, au moment où décède Marx, Nietzsche repose la question d'interprétation autrement. Je ne vous en parlerai pas, parce que ça c'est très complexe et il faudrait y consacrer un temps que je n'ai pas. Mais en même temps, à peu près au même moment, un petit peu plus tard, 10 ans plus tard, Freud pose la question de l'interprétation à travers un texte qui s'appelle la Traumdeutung, qui veut dire l'interprétation des rêves, qui se traduit par la science des rêves, l'interprétation des rêves, la signification des rêves. Et il met l'interprétation au cœur de la vie psychique, Freud. Il dit en fait, nous n'arrêtons pas d'interpréter. Et qu'est-ce que nous interprétons? La conscience interprète et mésinterprète ce que l'inconscient produit. L'inconscient est comme une espèce de grosse boîte de production de cinéma qui produit d'énormes fantasmes, des films si vous voulez, des rêves, que la conscience censure et interprète. Nous avons vu il y a 2 semaines que Husserl inscrit à la fin de son parcours d'une extrême rigueur le pharmacone et la rétention tertiaire au cœur même de l'anamnèse, et situe l'anamnèse au cœur de la caverne. Je n'arrête pas de vous le répéter, je dois commencer à vous fatiguer avec cela. Ce que j'essaye maintenant de vous dire, c'est qu'en fait, ce qu'il inscrit, c'est l'orthothèse avec un H. Comme possibilité de l'orthothèse sans H et de l'anamnésis, qui sont en tension, puisque l'orthothèse sans H, c'est le calcul. Et le calcul, c'est ce qu'il dénonce dans la crise des sciences européennes, en disant que le calcul détruit l'anamnèse. Donc là, il dit la même chose que moi. Mais l'orthothèse avec un H rend tout ça possible. C'est le pharmacone, l'orthothèse avec un H, c'est le pharmacone typiquement occidental. Ça, j'en avais beaucoup parlé dans un livre, qui était mon 2e livre, qui s'appelle, je suis désolé de me citer moi-même, mais je ne vais pas vous faire un commentaire, mais par contre, je le mets là parce que si vous n'avez pas le temps ou la possibilité de lire ce livre, tout simplement parce qu'il est épuisé,
et que vous ne l'avez pas, je pourrais vous y reporter si ça vous intéresse. J'ai essayé de rentrer plus en détail des conditions dans lesquelles apparaît l'orthothèse. D'ailleurs, je vous annonce une bonne nouvelle, qui est, pour moi en tout cas, qui est que la technique de temps va être rééditée aux éditions Fayard, enfin aux éditions Mille et une nuits, l'année prochaine, les 3 volumes. J'avais essayé de montrer, donc, dans cette page qui est la fin du 15e paragraphe du chapitre qui s'appelle l'époque orthographique, et dans cette page-là, que là se joue tout un processus d'évolution de la rétention tertiaire littérale comme orthothèse, et je vous y renvoie si vous avez envie de creuser ça plus en détail, mais on ne va pas le faire maintenant. Quant à nous, aujourd'hui, nous vivons dans une caverne pleine de rétention tertiaire analogique et numérique, et que j'appelle même analogico-numérique, parce que là, les images que vous voyez là, par exemple, ce sont des images numériques, mais elles se présentent comme analogiques. Donc elles sont analogico-numériques. Et puis, dans cette caverne dans laquelle nous vivons, il y a des rétentions tertiaires que j'appelle l'épiphylogénétique, c'est-à-dire des rétentions tertiaires au sens où n'importe quel objet fabriqué est un support de mémorisation, ce que j'appelle un support donc, épiphylogénétique, une chose fabriquée en général. Dans les 2 prochains cours, nous allons devoir nous tourner vers ces questions et avec elles vers la question de ce que j'appelle un archi-cinéma. C'est-à-dire un cinéma que nous faisons bien avant l'invention du cinéma, bien avant 1898, au moins depuis la grotte Chauvet. Très certainement depuis bien plus longtemps que la grotte Chauvet. Parce que je vous le redis, je l'ai déjà dit, la grotte Chauvet est une des plus anciennes cavernes connues, avec des peintures extraordinaires, etc. Mais le roi Gourand posait que dès Néandertal, il y a 300 000 ans, il y avait des pratiques plastiques, de collection d'objets bizarres, etc., etc. Donc, il se trouve que la grotte Chauvet, ça s'est gardé, et que, voilà, mais pas posé qu'avant la grotte Chauvet, il n'y avait rien. On n'a pas trouvé ce qu'il y avait avant, mais il est possible, et même probable, d'après le roi Gourand, qu'il y a 300 000 ans, ces possibilités étaient déjà présentes. Par contre, on est certain, parce qu'on a aujourd'hui les documents sous les yeux, et qu'on les a analysés avec le carbone 14, etc., et avec toutes les technologies d'analyse contemporaine extraordinaires que nous avons, on est absolument certain aujourd'hui que le processus que je décris a lieu il y a 31 000 ans. Ce que je soutiendrai dans les 2 semaines qui vont venir, c'est que ce qui commence il y a 31 000 ans, mais probablement bien avant, c'est ce que je vais appeler une vie archi-cinématographique de l'âme noétique, c'est-à-dire de l'être organologique et pharmacologique qu'est l'homme en tant qu'il produit des artefacts. Et que cette vie cinématographique, eh bien, c'est ce dont témoigne le rêve. Je vais vous proposer, dans les 2 semaines les 2 cours qui vont venir, ce que j'appellerais une organologie des rêves. C'est un sujet que j'avais abordé dans un film auquel j'ai participé en tant qu'acteur. J'ai fait un film avec un cinéaste anglais qui s'appelle Ken Macmillan et qui a fait un film, dont voilà un extrait, une photo, qui s'appelle An Organization of Dreams, où il m'avait demandé de parler du rapport entre la technique, le rêve, la psychanalyse, etc. C'est Beaubourg, oui. Et c'est un comédien que vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, il est assez connu, je n'arrive plus à retrouver son nom là. Il est assez fameux, d'ailleurs. Il est même très connu aujourd'hui. Pardon ? C'est Denis Lavant, non ? Non, c'est pas Denis Lavant. Je n'arrive plus à retrouver son nom. C'est un très étrange comédien, d'ailleurs. Alors, pour nous préparer à ce que je suis en train de vous dire là, on va faire une organologie des rêves. Et avant de revenir, pour finir ce cours, vers la théorie des idées, c'est-à-dire avant de nous tourner vers ce qui fera le matière de l'année prochaine, la théorie des catégories d'Aristote, et l'ontologie, ce qu'on appelle l'ontologie fondamentale, c'est-à-dire ce qui constitue les structures élémentaires de l'être, l'ontologie fondamentale, qui a été le sujet de la philosophie depuis Platon jusqu'à pratiquement Heidegger,
que Heidegger présente son travail comme une ontologie fondamentale encore. Tout ça passant par la théorie de la mimésis de la République, du dernier livre de la République. Eh bien maintenant, nous allons entrer dans la caverne. Suivez le guide. Maintenant, repris-je, représente-toi de la façon que voici l'état de notre nature relativement à l'instruction et à l'ignorance. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Je m'interromps, je suis en train de vous lire le début du livre 7. Je m'interromps. Là, c'est Socrate qui parle à Glaucon. J'avais hésité pour trouver une illustration de caverne. Je m'étais dit, je pourrais montrer celle-là. J'avais été tenté de vous montrer cette entrée de caverne, et je ne l'ai pas fait parce qu'elle me faisait penser à une autre entrée de caverne qui fascinait Jacques Lacan et qui s'appelle « L'origine du monde ». À propos de laquelle, d'ailleurs, la Poste, c'est-à-dire l'institution postale française, qui émet des timbres, qui met en circulation, autrement dit, des rétentions tertiaires littérales, parce que les timbres, ça sert à poster des lettres d'amour, des lettres de délation, des lettres de Voltaire à Catherine, etc., etc. La Poste vient de refuser d'éditer un timbre en disant que un timbre qui représentait l'origine du monde de Courbet, en disant que un tel timbre circulant partout aurait pu choquer notamment les enfants. C'est très intéressant cette question. Je dois vous dire que moi-même, si j'avais été directeur général de la Poste, j'aurais aussi pris cette décision. Mais ça vous surprend peut-être, mais parce que je pense que un des grands problèmes d'aujourd'hui, c'est la circulation des pharmacas, tous azimuts, et qu'il y a des âges du pharmacone. Par exemple, faire boire du pinard à un môme de 8 ans, c'est criminel. C'est absolument criminel. C'est ce qui s'est fait pendant des siècles en France. Pas seulement du pinard, mais de l'eau de vie. Et en plus, ça a été une industrie, l'industrie des pinardiers, de faire boire les ouvriers et leurs mômes pour bien les alcooliser et les contrôler. Faire circuler de l'héroïne librement, comme ça, c'est criminel. Je ne dis pas que je suis pour l'interdiction de l'héroïne, parce qu'il y a des gens qui disent non, il faut justement la légaliser pour qu'il n'y ait plus de trafic. Et que c'est en fait les trafiquants qui créent la circulation. C'est certainement vrai. Question très compliquée. Tout ça sont des questions de pharmacologie. Je vous signale que vous avez dû voir que, je crois que c'est l'Arizona, a décidé d'exploiter, un État américain, d'exploiter, de créer une régie de la marijuana. Donc maintenant, ce sont des fermes nationales qui produisent de la marijuana aux États-Unis. Vous pouvez aller vous acheter comme ça. Vous n'avez pas le droit d'en acheter plus de je ne sais plus combien, 50 grammes, un truc comme ça à la fois pour pas. C'est complexe l'histoire du pharmacone. C'est jamais simple. Imprimer l'origine du monde comme ça sur un timbre-poste, est-ce qu'effectivement c'est quoi un problème? Ceci pose le problème de la pornographie et de l'érotisme. Qu'est-ce qui distingue érotisme et pornographie? C'est très complexe ça aussi. Là où le débat qu'il y a eu autour de la Poste est vraiment accablant de stupidité, c'est qu'un argument a été de dire que c'était une peinture pornographique. C'est évidemment pas une peinture pornographique. Et ça vous montre à quel degré de connerie on en est arrivé aujourd'hui, et de populisme, appelons ça comme ça. Là, dans cette époque, qui a reposé sur une exploitation systématique de la libido par le consumérisme et qui a conduit à détruire la différence entre pulsion et désir. Car c'est ça qui est en jeu derrière tout cela. Évidemment, un tel tableau, je vous le remontre en grand, surtout messieurs,
ça peut susciter en vous tout à coup un automatisme incontrôlable. J'ai dit ça un jour devant des prêtres. J'ai dit, vous voyez, si maintenant je vous présentais une image pornographique, je vous soumettrais à ce que le pauvre Antoine a dû subir. Et peut-être que vous ne résisteriez pas. Et d'ailleurs, un certain type qui s'appelle Antoine, qui venait à une époque ici, m'avait dit, mais vous savez bien que Monseigneur Machin est mort d'une crise cardiaque chez une prostituée. Bon, ça c'est la question de la tentation. Je ne dis pas ça du tout pour me moquer du Monseigneur et des prêtres. La tentation, personne n'y échappe. C'est ça le pharmacone aussi. Et c'est aussi ça la question du rêve. Et derrière cette question de la différence entre pornographie et désir, il y a la question de l'idéalisation, c'est-à-dire du livre 7 de la République, dont nous allons donc reprendre la lecture. Ces hommes sont là depuis leur enfance, là, dans cette demeure souterraine. Les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux. La chaîne les empêchant de tourner la tête. La lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur, au loin, derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquels ils font voir leurs merveilles. « Je vois cela, répond Glaucon. Figure-toi maintenant, le long de ce petit mur, des hommes, portant des objets de toutes sortes, qui dépassent le mur, et des statuettes d'hommes et des statuettes d'animaux, en pierre, en bois et en toute espèce de matière. Naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent. « Voilà, s'écria Glaucon, un étrange tableau, et d'étranges prisonniers. »« Ils nous ressemblent, répondis-je. »« Ils nous ressemblent, et d'abord, penses-tu que dans une telle situation, ils aient jamais vu autre chose d'eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face. Et comment, observa Glaucon, s'ils sont forcés de rester la tête immobile durant toute leur vie? Et pour les objets qui défilent, n'en est-il pas de même? Sans contredit, répond Glaucon. Si donc ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne penses-tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils verraient? Il y a toute nécessité, dit Glaucon. Et si la paroi du fond de la prison avait un écho, chaque fois que l'un des porteurs parlerait, croirait-il entendre autre chose que l'ombre qui passerait devant eux? Non, par Zeus, dit-il. Ça, c'est 1903. C'est pas le cinéma parlant encore, c'est quelque chose qui précède le cinéma parlant. Non, par Zeus, répond Glaucon. Assurément, repris-je, c'est Socrate qui parle, et de tels hommes n'attribueraient de réalité qu'aux ombres des objets fabriqués et de toute nécessité. La caverne dans laquelle nous vivons, c'est le sujet de Ray Bradbury dans ce livre, dont vous savez que François Truffaut a fait un film, Fahrenheit 451, dont une image que je vous présentais tout à l'heure est extraite. Cette image, ces femmes, dont l'une d'entre elles est l'épouse du héros, se retrouvent tous les jours pour regarder une émission qui s'appelle La Famille. Et dans cette émission, les femmes peuvent parler avec ceux qui font l'émission.
C'est du Skype, si vous voulez, à l'exploitation par des majors, qui ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui à la télévision et qui est en train de se préparer avec l'évolution de la télévision numérique. Revenons à Fahrenheit 451. Dans ce livre et dans le film qu'en a tiré Truffaut, ce qui est décrit, c'est une généralisation des rétentions tertiaires orthothétiques et de leur pharmacologie, et pas simplement de celle de l'écriture, comme le dit Platon, ou de la peinture, comme nous l'avions vu l'an passé, et dans Phèdre, mais c'est l'époque de la destruction de l'écriture elle-même par les nouveaux processus de rétention tertiaire. Dans ce livre, Fahrenheit 451, et dans le film qu'on a tiré à Truffaut, il n'y a plus de livres. On brûle les livres, on les détruit. Il y a des bandes dessinées où il n'y a même plus de mots écrits. Et les enfants n'apprennent plus à écrire. Je vous signale que dans 44 États, ou dans 49 États américains, enfin je ne me souviens plus exactement, on a supprimé l'enseignement de l'écriture cursive à la main. Et qu'on dit que maintenant qu'il y a des claviers, pourquoi faire apprendre aux enfants à taper, à écrire à la main, autant leur apprendre à taper direct. Mais la suite de cela, c'est qu'avec Dragon, le logiciel qu'utilise Caroline pour faire des transcriptions de certains de mes trucs, et plus généralement avec tout ce qu'on appelle la reconnaissance vocale, qui est en train de se développer, comme se sont développées les calculettes, on va dire, mais il n'y a plus besoin d'apprendre à lire du tout. Tout comme on pourrait dire, mais il n'y a pas besoin d'apprendre à compter non plus. C'est ça qui est en train de se préparer. Et c'est de ça dont parle Fahrenheit 451. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'introduction actuelle du numérique à l'école, qui se fait dans des conditions absolument fantaisistes, irresponsables et irrespectueuses des droits élémentaires de l'enfance, qui a droit à une éducation comme la nôtre. Non seulement le droit, elle non seulement elle y a droit, mais nous avons le devoir absolu de le lui garantir. Il faut donc se mobiliser, non pas du tout contre le numérique, mais contre une pratique absolument stupide et conduite par les marchés, les marchands de tablettes, les marchands de logiciels, et non pas par une réflexion pédagogique, didactique, heuristique, dialectique, herméneutique, que pourtant nous pouvons mener. C'est ce que j'essaye de montrer dans ce cours. Alors, ce qui se passe dans Fahrenheit 451, qui détruit l'écriture et l'imprimerie par une nouvelle pharmacologie, qui n'a pas encore trouvé sa rationalité et qui conduit à un totalitarisme, puisque c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire une pharmacologie sans thérapeutique, c'est une destruction de l'économie libidinale. Et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant, à propos d'organologie des rêves. L'économie libidinale, vous vous en souvenez, il y a 2 ans et 3 ans, j'avais essayé de montrer, en essayant de lire Le banquet de Platon, c'est la condition de l'idéalisation, c'est-à-dire de la rationalité. C'est la libido, c'est le désir, comme dit Diotima, qui rend possible le raisonnement géométrique, l'orthothèse, l'anamnèse. C'est Platon qui nous disait ça dans Le banquet, et pas seulement dans Le banquet. Il le disait encore dans Phèdre, d'une certaine manière. Mais dans la République, c'est terminé. Et pourquoi est-ce que c'est terminé dans la République? C'est parce que tout à coup, dans le livre 9, Platon exclut que Eros puisse constituer la raison. Il le présente au contraire comme l'ennemi de la raison. Celui qui a laissé le tyran Eros s'installer dans son âme et en gouverner tous les mouvements est quelqu'un qui devient incontrôlable et fou. Il dit ça à 2 reprises dans ce livre, ici en particulier. Eros qui vit en lui tyranniquement dans un désordre et un dérèglement complet parce qu'il est le seul maître, poussera le malheureux dont il occupe l'âme comme un tyran la cité, à tout oser pour le nourrir, etc. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire ce que la chrétienté appellera la concupiscence peut rendre fou les citoyens, et que donc Eros doit être condamné, et qu'il faut éliminer tout ce qui consiste à exciter le désir, ce qui est une très grave erreur. La question n'est pas d'éliminer
consiste à exciter le désir. La question est de combattre ce qui consiste à exciter les pulsions contre le désir. Et on peut très bien comprendre Platon. Parce que nous vivons dans une époque où, en effet, il se passe des choses vraiment stupéfiantes. Platon n'a jamais tort quand il dit quelque chose. Il y a toujours un fond extrêmement profond de vérité. Et nous, au XXIe siècle, qui est un siècle de très grande déchéance, nous ne pouvons que nous dire, mais évidemment, il a raison. Ce rôle de la pulsion, du désir, de la sexualité dans la cité d'aujourd'hui, c'est quelque chose de catastrophique. Sauf qu'il a tout à fait tort. Parce qu'il pose très mal le problème. Il le posait très bien avec Socrate, dans Ménon, dans le banquet, encore en partie dans Phèdre, même si déjà dans Phèdre ça commence à dérailler. Mais il le pose très mal à partir de la République, c'est-à-dire au début de l'idéalisme transcendantal. Il y a tout un débat en ce moment sur ce qu'on appelle à tort la théorie du genre, sur le sexuel, sur d'innombrables questions de ce type. Et ces débats sont totalement fallacieux, stupides, parce qu'ils ne posent pas les problèmes comme ils doivent l'être des deux côtés. Du côté de ceux qui produisent la nécessité d'introduire ces questions à l'école, alors qu'il n'y a aucun accord entre les anthropologues, entre les psychologues sur ces questions. Et c'est comme envoyer des timbres-poste qui représentent l'origine du monde à des petits gamins de 4 ans. Non, il ne faut pas faire ça, bien entendu. Mais quand je dis ça, c'est pas que je ne veux pas dire qu'il ne faille pas en parler. Mais il est beaucoup trop tôt. Tout comme introduire le numérique à l'école sans savoir ce que ça fait, c'est de la folie. Donc, recommençons à penser. Et pas à nous laisser dicter par le marché, parce que c'est ça, Strauss-Kahn. C'est une certaine façon de se soumettre à une manière de concevoir le monde à l'époque où le marché exploite la pulsion, où finalement, après tout, on peut sauter des nanas à longueur de journée et les pousser à la prostitution. Et finalement, tout ça n'est rien que de très normal. Et on dirige le FMI en même temps. Je trouve ça absolument effroyable, personnellement. Ça me choque énormément. Et je ne suis pas du tout un puritain. J'ai rien même contre les libertins. Mais le libertinage, c'est une grande liberté, c'est ce que son nom indique, qui commence avec les Lumières. C'est très lié à la lutte contre l'obscurantisme. Mais je crois qu'il faut poser ces questions sérieusement et que ces questions nécessitent de repasser par la rétention tertiaire. Car c'est ça le problème du passage de la pulsion au désir. Depuis l'apparition de l'écriture, les rétentions tertiaires se sont multipliées dans la caverne. Elles n'ont pas cessé de croître. Autrement dit, la caverne n'a pas cessé de s'enrichir des trésors d'Ali Baba, de la grotte Chauvet, du cinéma de Chauvet. Car c'est une sorte de cinéma qui se passe à Chauvet. C'est ce que montre Platon, avec une espèce de capacité de vision absolument inouïe. Jusqu'à YouTube, qui est la plateforme qui supporte la diffusion de ce cours, où nous faisons notre cinéma, que nous essayons de faire plus ou moins philosophique. En passant par les smartphones et les MOOCs, donc, aujourd'hui la caverne s'étend non seulement au monde entier, mais à tout le système solaire. Enfin, pas tout, mais une partie du système solaire. Et ceci est passé par la fabrication et la construction non seulement d'habitats troglodytes et de palais impériaux, comme que je vous montrais tout à l'heure, mais aussi d'édifices élevés comme jeu entre la lumière solaire et la pénombre de la bâtisse religieuse. Où là, la pénombre désigne quelque chose. C'est la pénombre de l'enfer des créatures. Obsédés, comme Strauss-Kahn et Antoine, par la pulsion. Et pour accompagner ces pauvres créatures, pour les soutenir dans leur lutte, les murs de ces édifices fabuleux se couvrent de peintures extraordinaires, qui, vers la fin du XVIIIe siècle, sortent des enceintes religieuses. Bon, elles sont apparues déjà à l'époque des Flamands dans les espaces bourgeois, mais elles sortent véritablement, ces peintures, des espaces religieux et intimes à la fin du XVIIIe pour entrer au musée, et elles constituent l'âge de l'art moderne. L'âge de l'art moderne qui bientôt conduit aux images du cinéma,
car là c'est Manet, et on est tout près de la naissance du cinéma, c'est l'asperge de Manet. Cependant que la grammatisation numérique, qui maintenant multiplie les rétentions tertiaires de ce qu'une chercheuse a tout récemment appelé l'homme trace, je reviendrai peut-être sur cette expression, c'est-à-dire l'homme de l'économie des data, des big data, dont j'avais parlé récemment, tout cela produit une virtualisation du monde. Là, nous sommes dans un système de réalité virtuelle, qui est en train de, vous savez que Google est en train de préparer les Google Glass, qui sont un système de virtualisation du réel. Quand je vous dis que tout cela virtualise le monde, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que maintenant, avec le numérique, la virtualisation du monde commence. Pas du tout. La virtualisation du monde a commencé avec l'organogenèse épiphylogénétique. C'est déjà la virtualisation, la taille d'un outil en silex taillé. C'est cette organogenèse technique qui commence il y a 2 à 3 millions d'années, cette organogenèse épiphylogénétique qui rend la virtualisation du présent possible, parce qu'avec le support technique, une mémoire artificielle se constitue qui est virtuelle. Et qui rend possible quoi? Ce que Valéry appelle la capacité de rêver de l'esprit. Paul Valéry, dans un texte fabuleux de 1939, dit ce que c'est que l'esprit. Il dit l'esprit, c'est la capacité de ne pas se contenter de ce qui est et de se tourner vers ce qui n'est pas, c'est-à-dire la capacité de rêver. Je vous ai parlé du rêve déjà une fois. Vous avez cité Marc Azéma, l'auteur de La préhistoire du cinéma, qui dans son introduction ou sa préface dit « Les animaux rêvent, bien sûr, on le sait, mais ils ne réalisent pas leurs rêves. » Ça veut dire qu'ils rêvent toujours la même chose. Parce qu'ils ne réalisent pas leurs rêves, donc ils ne changent plus les conditions des futurs rêves qu'ils vont produire, donc ils ne produisent pas de choses nouvelles. Alors, les animaux, qu'est-ce que ça veut dire, les animaux? Bon, il faut se méfier de cette opposition entre l'homme et l'animal, c'est ce que rappelait toujours Derrida avec juste raison. Et moi-même, ça ne m'intéresse pas beaucoup cette question. Ce qui m'intéresse, c'est la vie non technique et la vie technique. Et je soutiens depuis très longtemps que la vie technique commence il y a 17 millions d'années, bien avant ce qu'on appelle l'homme. Donc, 17 millions d'années parce qu'on a trouvé des restes de collections basaltiques faites par des grands singes qui remontent à 17 millions d'années. C'est-à-dire que déjà, ils commençaient à constituer des stocks, à constituer de la mémoire virtuelle, à mon sens. En tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Qu'est-ce que le rêve? Voici un rêve d'un film qui s'appelle Rêve. Et ce film, c'est un film absolument extraordinaire d'Akira Kurosawa. Je vous recommande de le regarder. Beaucoup de gens ne l'aiment pas parce que Kurosawa, à la fin de sa vie, était devenu un écologiste un peu réactionnaire. D'abord, c'est un cinéaste absolument éblouissant et qui n'a pas cessé d'inventer comme Alain Resnais. C'était sans arrêt en train de remettre tout en question, et qui a commencé il y a très longtemps, qui est pratiquement à l'origine du cinéma japonais. Pas tout à fait, mais... Et qui est allé toujours inventer des choses nouvelles. Et dans ce film-ci, Rêve, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit Van Gogh lui-même dans ses propres tableaux, se balader avec sa peinture. Et c'est un film sur la peinture comme rêve, ou le rêve comme peinture. C'est un film sur ce que j'appelle l'organologie des rêves. Le rêve, les crétins l'opposent au réalisme. Ils disent, il y a les rêveurs qui prennent leurs rêves pour des réalités et les réalistes. Je dis les crétins parce que ça c'est le réalisme le plus vulgaire qui soit, qui tente à effacer la différence entre le fait et le droit. Il faut être réaliste. La justice n'existera jamais, on ne pourra jamais améliorer la condition des gens, la crétinisation de masse est inéluctable, soumettons-nous à l'état de fait. Ça, c'est le réalisme vulgaire. Moi, je suis un réaliste, mais pas un réaliste comme ça, du tout. Je pense que ce qui est réaliste, c'est de rêver. Le rêve, pour les réalistes, s'apparente à la fois, pour les réalistes dont fait partie Platon,
pour ça que je parle de réalisme. Qu'est-ce que dit Platon? Il prône ce qu'il appelle le réalisme des idées. Donc l'idéalisme de Platon est un réalisme des idées. Chez ces réalistes, Platon étant un réaliste comme ça, très très subtil et admirable, mais il y en a de beaucoup moins intéressants, le rêve s'apparente à la fois au mensonge, le menteur fait rêver. Par exemple, tel ou tel président de la République fait rêver. Il trompe les rêveurs naïfs qui ont voté pour lui. Et donc, deuxièmement, le rêve s'apparente à la naïveté. Il y a d'un côté ceux qui font rêver, ce sont les menteurs, et d'autre part les naïfs qui les croient. Et le rêve, pourtant, c'est ce qui permet, en effet, le changement. Les grands hommes historiques sont ceux qui non seulement font rêver, mais transforment le monde par le rêve. Et c'est ce que dit Paul Valéry. Et pas simplement à propos des grands hommes historiques, mais à propos des hommes en général. Des bons hommes, y compris les bonhommes, qui ont 664 000 ans. Les bonhommes. Pour ceux qui ne connaissent pas les bonhommes, c'est les pecnos du Berry. Ouais. Les bonhommes, les bonhommes. Les bonhommes. Si nous voulons affronter ces terribles questions dans la caverne du XXIe siècle, où chacun fait ce qu'il peut, François, de qui je parle là? De François Hollande ou du pape François? Bon, j'admire beaucoup le pape François. Pour le moment, pourvu que ça dure. Ce que dit Valéry, donc, c'est que le rêve est la condition de la vie de l'esprit. Et Nietzsche aussi dit cela, et Freud aussi dit cela, et Canguilhem aussi dit cela, et Leroi-Gourhan aussi dit cela. Il faut se mettre à faire une analyse scientifique du rêve. Quand je dis une analyse scientifique, ça ne veut pas dire en mettant des électrodes, parce que je vais vous en parler de ça la prochaine fois. Vous allez voir des choses incroyables. Incroyables. Mais ce que j'appelle une analyse scientifique du rêve, c'est une pensée rationnelle du rêve. Il faut revenir au banquet de Platon. Il faut réinterpréter Freud, Nietzsche, Valéry, etc. Et toute l'industrie du rêve, Hollywood, le soft power, et maintenant le smart power, à partir d'une revisitation de la question du désir. C'est ce qu'a tenté de penser Herbert Marcuse. J'ai essayé de montrer dans un de mes livres qu'il a échoué. Mais il faut le relire. Ce n'est pas parce qu'il a échoué qu'il ne faut plus le lire, au contraire. Comme vous le savez bien, c'est des échecs qu'on apprend. Toujours des échecs. C'est en comprenant pourquoi il y a eu un échec qu'on apprend quelque chose. Ce n'est pas en admirant les réussites. Ce que dit la République, à cet égard, c'est que Eros est devenu trompeur et que Homère, du coup, est lui-même trompeur. Et là, on voit la sortie de la tragédie, de l'âge tragique définitive. C'est la fin, c'est l'avant-dernier chapitre. Nous avons donc à considérer maintenant la tragédie et Homère qui en est le père, puisque nous entendons certaines personnes dire que les poètes tragiques sont versés dans tous les arts et dans toutes les choses humaines relatives à la vertu et au vice, et même dans les choses divines, etc. etc. Il va dire, mais Homère, il parle de choses qu'il ne connaît pas du tout, qu'il est incapable de faire. Ça n'est qu'un homme qui fait rêver, il ne connaît rien, et abandonnons toute cette tradition homérique. Abandonnons le banquet et Diotima. La question du rêve, ce n'est pas simplement la question du rêve endormi. C'est aussi la question du rêve diurne, c'est-à-dire du fétichisme et du fantasme. Lorsque, en 1896, Freud parle pour la première fois du fétichisme, ça c'est une représentation d'ailleurs très trompeuse de ce que dit Freud, parce que c'est pas ça le fétichisme. Mais en même temps, je trouve cette photo très extraordinaire. Bon, peut-être que vous la trouvez détestable, et vous avez peut-être raison. Quoi qu'il en soit, ce que dit Freud en 1896, quasiment au moment de l'apparition du cinéma, dont il n'aura jamais rien dit, Freud n'a pas parlé du cinéma. Ça, c'est incroyable, incroyable. Ce que dit pour moi Freud à ce moment-là, c'est que le désir est constitué par le fétiche, c'est-à-dire par le pharmacone, c'est-à-dire par l'artefact.
Et c'est ce que Platon et l'idéalisme en général ont rendu impensable. Et c'est ce que redira, selon moi, mais autrement, Donald Winnicott lorsqu'il dira que l'enfant ne peut se constituer qu'à travers l'objet transitionnel, la poupée, le jouet, etc. C'est-à-dire l'artefact. Que sans cela, il ne peut pas grandir. Et que pour lui apprendre à grandir, il faut lui apprendre à jouer et à abandonner le jeu. Donc à apprendre à faire avec le pharmacone quelque chose d'autre qu'un simple jeu. Ce que Platon rejette dans le désir et dans la caverne en général, c'est le virtuel, en tant qu'il est soutenu par les rétentions tertiaires. Par exemple, en tant que, comme fétiche, il peut produire une excitation sexuelle, totalement artificielle, onaniste, comme on dit, en parlant d'onan et le langage de la Bible, etc., etc. Et plus généralement, une spéculation qu'on appellera parfois une branlette intellectuelle. C'est un geste qui sera répété par Husserl dans son rejet des rétentions tertiaires au début. En 1905, par exemple, quand il commence son séminaire sur le temps, dans un texte qui a été publié sous le titre « Les leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps », Husserl commence par dire, si on veut analyser le temps, ce que j'appelle, moi, les rétentions, enfin, ce que lui appelle les rétentions et les protensions, ce qu'il appelle les rétentions primaires et les rétentions secondaires, il ne faut absolument pas s'occuper des rétentions tertiaires. Il dit, ça n'a absolument aucun intérêt. Il reste platonicien. Et de ce point de vue-là, il dit, il y a la perception d'un côté et l'imagination de l'autre. La perception, c'est la seule chose réelle. Il faut chercher à éliminer l'imagination, dit-il, à cette époque-là. C'est un rationaliste, tout seul. Et tout à coup, en 1936, il change sa position. Il introduit la rétention tertiaire dans l'origine de la géométrie. Il y introduit le fantasme et il y produit une grande bifurcation qui est, à mon avis, le point de départ d'une nouvelle façon de penser que j'essaye de construire avec beaucoup d'autres maintenant, autour de ce que j'appelle l'organologie générale et la pharmacologie. Ceci constitue une boucle. Je vous avais présenté ça l'autre fois comme une bifurcation qui est aussi une boucle. Cette boucle, dont vous voyez qu'elle est une spirale, nous allons y revenir avec le cinéma la prochaine fois, dans 2 semaines. Et nous verrons peut-être que c'est ce que Jacques Lacan voyait dans le tableau de Courbet, l'origine du monde. Mais il y voyait ce qu'il appelait le manque, notamment le manque phallique de la femme, mais aussi le manque de l'homme, bien entendu. Quant à moi, je définis plutôt ça, non pas comme le manque, mais comme le défaut d'origine. Et c'est pour ça que je représente toujours cela comme une spirale. Et en ce sens-là, je suis plus proche de Gilles Deleuze que de Jacques Lacan sur ces questions. Voilà, on va s'arrêter là. C'est pas pris plus que 2 heures avec la pause qu'on a faite, même un peu moins. Donc, je me félicite moi-même. Je fais des progrès. Merci de votre attention. On fait une petite pause et puis après, on va discuter et voir ce qui se passe dans les ateliers qui se produisent entre les cours. Je crois qu'il y a du thé, du café, je ne sais pas quoi si vous voulez, là-bas, et des gâteaux, des biscuits.